Alors, on est tous là assis autour, tout droit autour d'une table, mais on va essayer de ne pas faire comme dans un colloque où chacun prendra la parole les uns après les autres, mais de discuter entre nous, évidemment de Sutzkever seulement, et évidemment principalement avec Rachel Hertel, dont j'ai eu le plaisir de mener une longue série d'entretiens, mais là, qui va être un petit peu notre guide à l'intérieur de cette œuvre absolument colossale, dont elle nous a offert une traduction, la traduction de cette anthologie dont vous a parlé Sophie juste il y a quelques secondes. Alors, je voudrais commencer par remercier d'être avec Rachel, d'être Claude Mouchard, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Claude Mouchard, il est poète, critique, il a été, et il est encore d'ailleurs, je crois, il travaille à la revue Poésie, elle est éternelle cette revue, et c'est dans cette revue que Sutzkever a été publié pour la première fois en français, et déjà par Rachel, il y a plusieurs dizaines d'années, et on pourra en parler. Et il est aussi... Voilà, ce volume historique. Et il est aussi l'auteur, notamment, en tout cas, moi, un livre qui a compté pour moi il y a une quinzaine d'années, d'un livre qui s'appelle « Qui si je criais ? Œuvre témoignage dans la tourmente du XXe siècle, qui est un livre de 2007 et dont je viens d'apprendre avec plaisir qu'il allait être bientôt réédité. Voilà. Alors, et livre dans lequel se trouve un petit chapitre sur Sutzkever, on y reviendra peut-être. À ma droite, Raphaël Koenig, merci beaucoup aussi d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur, vous avez fait une thèse sur l'art et la littérature d'avant-garde, à la fois la littérature et l'avant-garde yiddish, mais dans sa relation avec son environnement européen ou même occidental plus large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des poètes et que des artistes yiddish qui vous intéressent. C'est une perspective comparatiste. Avec français et allemand. Oui. Voilà. Vous êtes chercheur associé en littérature comparée à l'université de Harvard et vous êtes membre du comité de rédaction de Ingeweb. Je crois que c'est la seule revue d'études yiddish aujourd'hui en ligne. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez l'avantage par rapport à Claude et moi-même, c'est que vous parlez le yiddish. Et donc, il y aura peut-être un échange d'une autre nature qui pourra se nouer entre Rachel et vous, que évidemment, Claude et moi, qui sommes des lecteurs seulement de sa traduction. Alors, je présente, je présente plus Rachel Hertel, qui donc a traduit cette anthologie Heures rapiécées, qu'elle a traduit et préfacée, avec un avant-propos de Patricia Faradzi, donc aux éditions de l'Éclin. C'est une sélection parmi, évidemment, un nombre considérable de poèmes, des dizaines de recueils. On reviendra sur la nature et sur la raison pour laquelle vous avez sélectionné celui-ci plutôt que celui-là. Je rappelle aussi que, évidemment, cette traduction s'inscrit dans un travail absolument colossal de traduction en général du patrimoine littéraire yiddish du XXe siècle. S'il ne fallait citer qu'un livre, par exemple, c'est le roman de Leib Robeshman, à pas aveugle de par le monde, mais évidemment, vous avez traduit un nombre considérable de poèmes. À côté de tout ce travail de traduction, vous êtes l'auteur de nombreux essais, dont évidemment un livre que je pense tout le monde ici connaît, qui s'appelle « Dans la langue de personne, poésie yiddish de l'anéantissement », qui a été publié au Seuil en 1993. Mais je voudrais aussi citer, que Claude a avec lui. Je voulais aussi citer un livre comme Brasier de mots, publié chez Liana Lévy en 2003. On va suivre... Allô ? Je pensais qu'on m'entendait pas, pardon. On va rentrer progressivement dans l'œuvre de Sutzkever, dans la matière de ses poèmes, dans le travail de traduction de ses poèmes. On va suivre la chronologie d'une vie très accidentée, évidemment, qu'on peut diviser très rapidement comme ça en trois parties, avec la guerre au milieu, avant, la guerre et jusqu'à sa mort en 2010. Il a vécu plus de 90 ans. Mais je voudrais, avant... disons qu'on rentre dans le vif du travail poétique, de commencer par une première question générale, d'abord à Claude Mouchard et d'abord à Raphaël Koenig, avant de venir... c'est-à-dire, je voudrais savoir comment vous avez rencontré
l'œuvre, vous, de Sutzkever. Et quelle est votre relation personnelle à cette œuvre aujourd'hui? Évidemment, je poserai cette question à Rachel après, puisque elle a rencontré Sutzkever alors qu'elle était jeune fille, enfin enfant, et elle l'a fréquenté absolument toute sa vie jusqu'à sa mort, et elle a une correspondance avec lui. Donc évidemment, il y a un rapport très substantiel, très consistant d'une autre nature que la vôtre, qui est celle de lecteur de poètes et de poésie. Alors je ne sais pas, je me tourne vers Claude. Bon, j'y vais rapidement. Ouais. Non, je sais pas si... bon, de toute rencontre de cette importance pour quelqu'un tire toutes sortes de fils biographiques, sans aucun doute, j'en parlerai pas du tout. La rencontre absolument, alors là, décisive, c'est les poèmes, les traductions que nous a donné Rachel à la revue Poésie que vous avez évoquée. Donc ça, c'était en 1994. Hein. Et ça a été pour moi, je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire à ce moment-là, ça a été, pas pour moi, pour bien d'autres, mais enfin je m'occupais de cette revue, on recevait les textes et on les publiait. C'était un choc effectivement essentiel, décisif, et à partir de là j'ai voulu suivre tout ce que Rachel pouvait nous donner. Et vous qui n'étiez pas un lecteur du yiddish, c'était un poète que vous connaissiez déjà ou pas? Non, je ne le connaissais pas. En tout cas, je crois me souvenir que je ne le connaissais pas en 1994. Ensuite, évidemment, ça a été... Et ensuite, le travail de traductrice de Rachel, en particulier pour la revue Poésie, j'y reviens, parce qu'il y a des poèmes que Rachel a traduits, a traduit plusieurs fois, en modifiant ses traductions. Donc il y a dans Poésie même une sorte d'itinéraire traductif de Rachel. Ça, c'est passionnant aussi pour moi. J'ai regardé ça de très près. Oui. Bon, on y reviendra quand on ouvrira le livre. Et vous, Raphaël? Alors, moi, en fait, j'ai d'abord rencontré en anglais, en fait, c'est-à-dire dans une traduction en anglais, ce qu'on avait lu en simultané avec le texte yiddish dans un séminaire de Ruth Weiss, en fait, aux États-Unis, où on avait lu justement le poème qui s'appelle Yiddish, voilà, qu'on va lire plus tard. Et peut-être une rencontre encore plus marquante, ça a été de lire justement le recueil Aquarium vert, qui correspondait beaucoup au type de littérature sur lequel je travaillais, c'est-à-dire justement d'une littérature un peu visionnaire, voilà, et donc cette fois-ci en traduction française, justement, quoi. Voilà, donc dans la traduction de Rachel Attal. Voilà. Vous l'avez d'abord lu en français avant de le relire en yiddish. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Alors évidemment, Rachel, il faut que vous nous disiez, vous, quelques mots sur la question à laquelle Raphaël et Claude ne peuvent que répondre rapidement, puisque vous, c'est une très très longue histoire, on pourrait dire personnelle pour vous, Sutzkever, et j'ai presque envie pour vous, un peu vous mâcher le travail, de commencer par lire quelques mots que vous écrivez au tout début de la préface. Vous écrivez: la mort de Sutzkever a représenté pour moi la disparition d'une partie de ma vie, une longue amitié de plus de 50 ans nous alliait. Ses visites à Paris, presque annuelles, ont tissé une proximité avec l'homme à qui, dès l'âge d'une vingtaine d'années, j'ai souvent servi d'interprète. Quant au poète, mon admiration n'a cessé de croître pour ses œuvres, et mes traductions, d'abord pour le tiroir, furent publiées par des revues comme Les Temps modernes ou Poésie. J'ai encore dans l'oreille ses lectures à voix haute, avec sa scansion très particulière, très sonore. Notre correspondance au cours des longues années a renforcé notre attachement mutuel. Alors, en fait, voilà, ma première question, c'est celle-là. Comment vous avez rencontré Sutzkever, et comment, de cette rencontre, le désir de le traduire se fait pour, aujourd'hui, on pourrait dire 60 ans plus tard, aboutir à une anthologie comme celle-là? Eh bien, ça a commencé il y a fort longtemps, effectivement, puisque c'est presque 60 ans maintenant, 50 ans en tout cas, que je traduis Sutzkever. La rencontre a été personnelle, effectivement. Quand j'avais 9 ans, 10 ans, il est venu rendre visite aux habitants d'une sorte de phalanstère yiddish qui rassemblait des poètes, des écrivains, des peintres, des artistes de toutes sortes. Et j'avais 9-10 ans, évidemment, la seule chose qui me frappait, c'était la manière dont tout le monde chuchotait à son arrivée
et disait son admiration pour ce poète. C'était déjà un personnage légendaire. C'était déjà un personnage légendaire, et ceci depuis longtemps. Et donc, moi, personnellement, évidemment, j'ai assisté, comme gamine, j'assistais à toutes les soirées littéraires qui se donnaient, et j'ai entendu Sutzkever, à cet âge-là, lire ses poèmes de manière extrêmement frappante. Ceux qui ont assisté au film ce matin se rendent compte qu'il avait cette diction qui est inspirée des dictions de poètes russes ou polonais, très scandées et très forte. Et évidemment, je n'avais pas compris un mot de ce qui se disait, mais la mélodie m'est restée, et surtout l'admiration de l'entourage qui véritablement était en pleine admiration de Sutzkever et qui chuchotait ses éloges. Et puis, le phalanstere a disparu, s'est dissous petit à petit. Puis moi j'ai grandi, j'ai même vieilli, mais d'abord j'ai grandi. Et Sutzkever, qui était un amoureux de Paris, venait presque tous les ans en visite à Paris. Et il, ne parlant pas le français, il avait besoin d'une interprète. Et il m'a demandé de lui servir d'interprète. Et moi, évidemment, j'avais dit entre 18 et 20 ans, j'ai été extrêmement flattée de sa proposition, et évidemment, j'ai accepté. Et à partir de ce moment-là, notre amitié a commencé, et non seulement je lui servais d'interprète pour les choses courantes de la vie, mais j'avais commencé déjà à traduire. Et je traduisais uniquement pour le tiroir. J'avais pourtant commencé à faire d'autres traductions, des traductions que je publiais, que je faisais publier après moult discussions avec des éditeurs, mais Sutzkever, je ne le proposais pas, sachant que les éditeurs français ne sont pas très friands de publier de la poésie, et a fortiori de la traduction de poésie. Donc c'était pour le tiroir, et c'était en quelque sorte mon jardin secret, en quelque sorte, et je les traduisais pour moi et pour mon tiroir. Attends, j'ai une petite question à ce propos, parce que j'ai effectivement souvent lu, notamment dans la préface, vous répétez souvent cette expression, je l'ai traduit pour le tiroir. Vous dites à l'instant, vous traduisez d'autres poètes que vous faisiez publier. Donc si je comprends bien, vous traduisez pour le tiroir, c'était votre jardin secret, pour vous-même. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, pourquoi ? Enfin, parce que... Je veux dire, pourquoi ne pas vouloir le destiner à la publication ? Parce que c'était pas plus difficile de publier Sutzkever que d'autres poètes que vous pouviez traduire et faire publier aussi à l'époque. Qu'est-ce que c'était que ce jardin secret ? Et puis on peut dire que vous auriez pu contenter de le lire et de le relire en yiddish. Donc vous aviez une pulsion de traduction pour vous-même, oui, que j'aimerais un petit peu comprendre davantage. Absolument. Enfin, ce qui se passait, je traduisais, enfin ce qui était publié, c'était essentiellement de la prose. La poésie, personne n'en voulait. Et je traduis beaucoup d'autres poètes également pour le tiroir, mais Sutzkever était véritablement mon jardin secret. C'était un poète qui, en quelque sorte, me happait complètement, et j'en éprouvais le besoin. J'éprouvais le besoin de le confronter à la langue française et de me confronter à lui, parce que il faut quand même, il ne faut pas se tromper, la traduction est aussi une écriture. Et donc c'était pour moi mon mode d'être en contact avec la poésie de Sutzkever, et en même temps de m'affronter à la traduction de Sutzkever, extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que d'autres poètes que j'ai traduits également pour poésie et pour les temps modernes. Mais Sutzkever, c'était très particulier, très subtil et très émouvant pour moi. C'était un besoin véritable que j'éprouvais
de temps en temps de m'isoler et de traduire ses poèmes. Claude, je vois que vous voulez... Oui, si je peux me permettre, je réagis un peu comme vous, l'expression que vous avez employée, traduire pour le tiroir. Alors que, c'est magnifique ce que vous dites. Ça mais, revient toujours. Oui, ça revient. Et Sutzkever, c'est tout de même... enfin, les épithètes seront sans doute un peu déplacées, mais il y a un côté traçant, éclatant de Sutzkever. Il ouvre les espaces communs comme l'espace naturel. Enfin, il trace à travers. Et vous vouliez le garder pour le tiroir. Je voulais le garder, voilà. Donc vous avez lu le mot dessus, puisque en plus je publiais d'autres œuvres, et celle-ci, je la gardais pour moi. Effectivement, c'est vrai. Donc, je pense que tout le monde aura compris. Ici, c'est une longue histoire de votre vie que de traduire Sutzkever, puisque en plus de 50 ans se déroule entre le moment du tiroir et le moment des éditions de l'Éclat. Et entre-temps, il y a eu l'apparition quand même en 1988 du recueil Où gîtent les étoiles. Alors, aussi. Il a apporté toute la bibliothèque. Sans lui, on ne pourrait rien faire. Et donc voilà, comment vous êtes sorti du terroir ? Comment vous travaillez finalement à, on pourrait dire, rendre exotérique, on pourrait dire sortir de cette espèce de caverne l'œuvre de Sutzkever pour vouloir la faire connaître et trouver des éditeurs courageux. On sait effectivement que c'est difficile de publier de la poésie, on sait que c'est d'autant plus difficile de faire publier de la poésie traduite du yiddish. Donc quel est ce travail qui aboutit 60 ans après à une anthologie comme celle-là ? Bien, c'est très simple. Je n'avais pas envie d'aller discuter et de vanter, de faire la promotion de Sutzkever auprès de personnes qui ne le connaissaient pas et qui n'avaient aucune envie de le publier. Il se trouve que la veille du confinement, Michel Balenci et Patricia Farazi sont venus me trouver, qui sont les éditeurs des éditions de l'Éclat, sont venus me trouver en me demandant si je souhaitais faire une traduction de Sutzkever. Alors c'était tellement inattendu qu'évidemment j'ai tout de suite accepté et j'ai sorti tous mes tiroirs et tous les papiers qui se trouvaient dans les tiroirs et j'ai repris les traductions anciennes parce que depuis j'avais évolué et comme Claude le remarquait, je continue d'évoluer dans mes traductions et donc là je me suis plongée là-dedans. Le Covid aidant, Merci Covid. Voilà, j'ai repris les anciennes traductions et j'en ai fait beaucoup d'autres, si bien qu'on a abouti à un recueil de 400 poèmes, plus les notes explicatives, mais enfin ce qui compte pour moi, ce sont les 400 poèmes qui se trouvent là-dedans. Et c'est à la fois un bonheur d'avoir traduit ces 400 poèmes et en même temps une frustration. Parce que choisir, c'est accepter certaines choses et exclure les autres. Et donc, c'était à chaque fois un crève-cœur de laisser tel poème, d'en prendre un autre et ainsi de rejeter des choses que j'aimais autant, mais c'était impossible de faire davantage parce que je crois que je débordais même les prévisions de Michel Balenci et de Patricia Farazi. Voilà, et donc c'est comme ça que c'est devenu un énorme recueil. Et donc je suis très heureuse d'avoir pu le réaliser et de pouvoir l'offrir à la lecture de ceux qui, pour ma tristesse, ne savent pas le yiddish, mais savent le français suffisamment pour pouvoir lire Sutzkever en français. J'allais vous poser une question, mais je vois que Claude
veut me prendre la parole. Oui, une question très simple. Ce volume considérable, là, heure rapiécée, est-ce qu'on peut, c'est une question un peu stupide, hein, consciemment stupide, je veux dire, c'est quelle proportion. Moi, j'ai pas connaissance, j'ai pas une vision en volume simplement de l'ensemble de l'œuvre poétique. Je ne parle pas de l'œuvre en prose, de l'œuvre poétique de Sutzkever. Parce que effectivement, c'est très souvent mentionné dans le livre, c'est un moment d'un recueil, c'est globalement ça Parfois, ferait. il y a des extraits de poèmes plus longs. Voilà, exactement. Et alors, qu'est-ce que ça ferait si on publiait, si vous traduisiez tout Sutzkever, et qu'est-ce que ça représenterait en volume? Ça représenterait beaucoup. C'était la première idée de Michel Valency. Je parle des poèmes. Oui, je parle des poèmes aussi. C'était la première idée de Michel Valency était de traduire tous les recueils. Bon, et comme il y en a autour d'une vingtaine de recueils, il était évident que traduire les œuvres complètes de Sutzkever, c'était au-dessus de mes forces et je pense au-dessus des forces des éditeurs également. Donc je me suis dit que je voulais donner une vision globale de l'œuvre de Sutzkever et le seul moyen c'était de cueillir dans chacun des recueils un certain nombre de poèmes et de les traduire et évidemment laisser de côté les autres, ce qui était un crève-cœur comme je viens de le dire, mais c'était impossible de faire autrement. Je crois qu'il y a Raphaël qui veut aussi me poser une question. Je me redis. C'était juste pour rebondir sur le mot vision globale. Justement, juste pour relancer sur ça, quel est l'effet recueil de Sutzkever, avec en particulier qu'est-ce que ça modifie en fait de connaître son début en Sibérie, etc. Je crois que c'est le trajectoire d'une vie qui est extrêmement constamment fracturée par diverses choses sur lesquelles on reviendra et cela donne effectivement le sens de cette œuvre pas complètement, mais en gros dans sa diversité et dans sa force, sa puissance. Et je crois qu'il est important, enfin, pour connaître un poète comme Sutzkever, de le voir écrire du début à la fin de sa vie. Il a arrêté d'écrire en 1996, donc quelques années avant sa mort quand même, mais ça représente quand même une trajectoire extraordinaire dans des conditions absolument effrayantes, pour dire les choses le plus vite possible. On va rentrer dans cette chronologie, mais j'ai une dernière question sur l'anthologie dans son ensemble. Pourquoi ce titre-là, Heure rapiécée, et sachant que c'est le fragment d'un vers, d'un poème qui s'appelle Chant d'un poète juif en 1943. Alors, il se trouve que j'ai demandé à la fois à Claude Mouchard et à Raphaël Koenig de choisir des poèmes pour qu'ils nous les lisent, et il se trouve que ce Heure rapiécée dans un poème que Raphaël avait choisi de lire. Donc je profite à la fois de vous poser la question pourquoi Heure rapiécée, puis je passerai la parole à Raphaël pour qu'il le lise en yiddish, et puis moi je le dirai ensuite en français. Eh bien, pourquoi Heure rapiécée? Parce que on a pensé avec l'éditeur que ça donnait une image de ce qu'a été sa vie, c'est-à-dire la brisure et le recollement. C'est comme des vases brisés, selon ce mythe kabbalistique, des vases brisés, des vases de Dieu brisés, et qui représentent en fait la présence de Dieu dans le monde. Et d'une certaine manière, ces vases n'ont jamais été recollés, mais néanmoins, de faire ce recollement des vases, c'était rassembler
le passé, le présent et l'avenir, comme le dit un de ses poèmes qui s'adresse à l'enfant de demain. Donc, Sutzkever a eu cette capacité de recoller les vases brisés. Et c'est pour ça que le titre a utilisé cette fin de vers qui dit effectivement pièce rapiécée. Et ça fait allusion, on le verra plus tard un peu en se servant d'un texte de Walter Benjamin, ce que signifie pour Sutzkever le recollement des vases. Alors, on va faire une petite pause musicale, poétique. Justement, Raphaël avait choisi 2 poèmes qu'il voulait particulièrement lire, et dont Chant d'un poète juif en 1943, dans laquelle il y a cette expression heure rapiécée. Je lui laisse le lire, je le traduirai en français après. Voilà, Enfin, je le traduirai pas, je le lirai. Voilà. Voilà, et entre autres dans ce texte, on va voir qu'il y a la question de la couleur de la pièce en fait qui est importante parce que ça pointe vers un trauma très précis. Enfin, on en parlera après la lecture, je pense. Gesang von der jüdischen Dichter in 1943. Sie bin ich der letzte Poet in Europa. Sie sing ich vermessen, sie sing ich verkrohen. Ich trink sich in Feuer, in Sumpen, in Roppe, gefangen von Gelle, gelattete Schoen. Ich zerbeiß meine Schoen mit chayische Zähne, gestarkt von mein Mames Trä. Durch den Tropfen der 6 millionige Herz von die Beine, was jogen zu mir von der Erde im Galoppen. Ich bin das millionige Herz, bin der Hüter von sehr übergelassene Gunem. Und Gott, was der Mensch hat verbrennt seine Gitter, behält sich in mir, wie die Sonne in einem Brunnen. Alors, Chant d'un poète juif en 1943. Suis-je le dernier poète d'Europe? Mon chant pour cadavres, corbeaux, je sombre dans le feu, les marais, l'immondice, captif des heures rapiécées d'étoiles jaunes. Je dévore mes heures de mes crocs de fauve, don d'une larme maternelle, dont la larme je vois le cœur million d'ossements qui afflue au galop vers moi. Je suis le cœur million d'ossements, le gardien de leur champ décimé, et Dieu, dont les biens sont calcinés, se cache en moi, comme dans un puits, le soleil. Et ça a été écrit dans le ghetto de Wilno le 22 juin 1943. Je crois que Raphaël, tu voulais dire un tout petit mot. Voilà, on peut commenter sur sur la traduction par exemple parce que là effectivement c'est le dernier vers de la première strophe. Donc von Gelle gelattete Schoen et effectivement voilà c'est les heures. Enfin, on peut sur latte et le fait que c'est effectivement voilà ça fait similaire. Enfin, je vous laisse. Voilà. Effectivement, il s'agit des pièces jaunes, de l'étoile jaune qui était collée, enfin que devaient porter les Juifs, et ce sont ces étoiles jaunes qui sont évoquées avec les heures rapiécées. À moins que vous ayez quelque chose à je voulais juste faire le choix de traduction il manquait un mot pour supporter l'adjectif en fait. C'est-à-dire qu'on a les heures jaunes rapiécées et donc avec l'ajout de étoile qui est là hein, puisque c'est dans latte justement. Enfin, je trouve que c'était une solution élégante quoi, parce qu'en français il manque un nom en fait pour supporter l'adjectif quoi. Enfin, oui, voilà. bien sûr. Donc c'est bien sûr. Je ne sais pas si nos auditeurs voilà, c'est ça. C'est mais c'est la pièce jaune qui était la façon normale, entre guillemets, enfin c'est pas une situation normale, enfin la façon normale en yiddish de se référer à ce qu'on appelle en français l'étoile jaune en fait. Et on ne disait pas l'étoile jaune, on disait la pièce jaune. Et la pièce, oui, comme on peut avoir une pièce sur un vêtement, quoi. Voilà. Et c'est ça, le rapiécé. Voilà.
Claude, ouais, Je suis heureux de m'instruire et d'apprendre. Merci beaucoup, c'est un point très important. Ces détails très précis sont très importants. Dans toute cette poésie d'ailleurs. Donc merci pour tout ça à vous. Moi j'ai envie de lire un des premiers poèmes que j'ai lu. Non, c'est pas le moment. Non, ça va être tout de suite le moment. Je voudrais juste dire au fur et à mesure ce qu'on est en train de faire. Donc, en fait, on a parlé du titre, on va ouvrir le livre et on va rentrer dans les différentes périodes de sa vie. Et je crois que vous avez choisi la lecture d'un poème qui appartient à cette première période. Donc c'est parfait. Il faut que pour le public ici qui n'aurait pas encore une idée assez nette de l'itinéraire de Sutzkever, véritablement penser pour aller vite, à 3 grandes périodes. Une période d'avant la guerre, avec un moment matriciel qui est l'enfance en Sibérie, la période qui court du début de la guerre jusqu'à l'installation en Israël en 1947, et cette période de quelques années est évidemment d'une richesse inouïe en termes d'événements. C'est le ghetto de Vilno, c'est l'entrée de Sutzkever dans la résistance, c'est un passage par Moscou, c'est un témoignage au tribunal de Nuremberg, et ensuite un moment d'errance en Europe, et ensuite une installation entre guillemets définitive, mais avec beaucoup de voyages, en 1947, c'est-à-dire avant la création d'Israël, jusqu'à sa mort en 2010. Et donc, pendant toute cette période, en fait, il y a ces 3 moments qui marquent comme 3 actes, et qui font les 3 actes de l'anthologie. Vous l'avez conçu comme ça, Rachel? Tout à fait, oui. Alors, je ne sais pas, je vous laisse lire le poème, et puis Il faut peut-être juste dire un mot pour contextualiser ce poème qui est un des premiers poèmes de Sibérie. Non, moi je ne pensais pas celui-là. Ah d'accord, pardon. Je pensais pas. Non, j'avais envie, mais on peut changer tout de suite. J'avais envie de lire un poème du ghetto, et ensuite de revenir à la Sibérie, mais... D'accord. Ça vous gêne? Non, rien ne me gêne. Non, parce que c'est un des premiers poèmes que j'ai lu, traduit par Rachel Hertel dans Poésie. C'est parmi les premières publications dans Poésie. Et c'est un peu en pleine horreur du ghetto. Je peux le lire là, rapidos, Donc, ghetto de Vilno, juillet 43. Mon souffle, ma malédiction. Mon souffle, ma malédiction. Tout instant me rend plus orphelin que moi-même. Je pétris avec des doigts que je frissonne de regarder dans la nuit la plus noire. Sur la chaussée du ghetto, en brinque-ballant, est passée une charrette de chaussures, encore chaudes des pieds qui les avaient portées. Cadeau effroyable des exterminés. Et j'ai reconnu de ma mère la chaussure éculée, à la bouche béante ourlée de lèvres ensanglantées. Courant derrière le convoi, j'ai crié « Je veux être offrande à ton amour, tomber à genoux et baiser la poussière de ta chaussure frémissante et la sacrée phylactère de mon front en prononçant ton nom. » Toutes les chaussures dans le brouillard des larmes sont devenues chaussures de ma mère. Ma main tendue est retombée inerte, se refermant comme sur le vide du rêve. Depuis, ma conscience est une chaussure tordue. Et je lui adresse ma prière comme autrefois à Dieu. Prière et lamentation et attente de nouvelles afflictions. Mon poème n'est plus qu'un hurlement, une corde arrachée au corps d'un autre qui vibre à jamais pour personne. Je suis seul dans mes 30 années, fausse ou pourrisse ce qui jadis avait pour nom père, mère, enfant. Oui, donc ça, effectivement, ce poème vient, comme vous l'avez dit, dans le ghetto en juillet 43, c'est ça. Et ça vient après la première période où Sutzkever a commencé à créer, en tout cas à forger son âme poétique. Ça a été pendant la Première Guerre mondiale, quand Vilno a été envahi. Il y avait donc l'affrontement entre les Russes et les Allemands déjà, et les Russes, le tsar, a décidé de déporter
les Juifs de la région, de la région des champs de bataille, parce que les Juifs étaient accusés d'espionnage et de trahison. Donc, Sutzkever, avec 500 000 autres Juifs, ont été déportés en Sibérie. Et c'est en Sibérie que naîtra sa vocation de poète. La Sibérie l'a beaucoup marqué de plusieurs façons. D'abord par les paysages blancs, éblouissants, des rivières gelées, des steppes couvertes de neige. L'a marqué aussi beaucoup, encore plus, par la mort de son père alors qu'il jouait du violon. Et à partir de là, il va accompagner le cercueil de son père qui va être enterré, et à ce moment-là, il a envie de sauter dans la fosse. Et finalement, à ce moment-là, une colombe se dégage de lui et lui ordonne de vivre, et c'est là que naît le poète Sutzkever. Il a 7 ans. Il a 7 ans, oui. Et donc, ça c'est la première période, ce que j'appellerais la période de l'innocence encore. Et ces thèmes de la blancheur, des espaces infinis, cette espèce d'univers tout blanc et la mort de son père seront des charnières dans son écriture. On les retrouvera tout au long de son œuvre, y compris à la fin de sa vie. Mais ce jour a eu beau le marquer profondément. En 1920, il retourne avec sa mère et son frère à Wilno, et là il se lie avec la jeunesse de Wilno, qui est une jeunesse qui fait partie du printemps des jeunes, c'est-à-dire que c'est un cénacle qui se crée et qui écrit des proses et des vers d'avant-garde, comme l'ensemble des poètes yiddish de l'époque, et cette écriture séduit évidemment Sutzkever, qui est moins politisée que ses frères d'écriture, mais qui est en même temps très proche de tous ces jeunes poètes, ces jeunes écrivains, et il déclare son amour à la ville et au cénacle de Wilno, des jeunes Jung Wilne, la jeune Wilno, et il déclare cet amour alors qu'il est déjà dans le ghetto en 1943. Il écrit à Dieu, c'est à Dieu qu'il fait à sa ville et à ses compagnons. « Je ne veux pas te pleurer, ville de mon champ, la terre est encore humide sous ton visage brûlé. Je veux te pénétrer comme une nuit éclos en étoiles. Tu étais mon premier amour et tu le resteras. Je porte ton nom de monde en monde, comme mon aïeul portait dans la flamme du désert l'arche sainte. » Bon, son écriture à ses débuts est encore partiellement inspirée par le romantisme polonais, mais il est tout de suite marqué par le modernisme. Sa visée est alors le beau, le sublime, les galaxies, les étoiles, l'univers tout entier. Et il y a une sorte d'amour quasiment érotique pour la nature qu'il dit
dans un bout de vers qui est le suivant, dit, je suis en train de chercher la citation, oui, j'aime l'herbe, les arbres, les galaxies, les étoiles, poitrine contre terre. Et ces 3 premiers recueils sont dans cette veine-là, Sibérie, Blonde d'aurore et Chant sylvestre. Je peux vous poser une question à la fois à vous, Rachel, et aussi à Raphaël, qui a travaillé sur les notions d'avant-garde. Moi, ce qui m'a frappé à la fois dans votre préface et dans certains textes sur Sutzkever que vous avez écrits, et aussi, c'est des choses qu'on entend dans le film qui a été diffusé ce matin, c'est l'idée que Sutzkever tranche avec ce milieu des Jungvilleneuve et qu'il est soucieux d'une forme, disons, plus classique, qu'il est soucieux, on pourrait dire, d'une référence à la tradition poétique dans laquelle il existe, alors qu'il y a il est entouré de gens qui sont plus volontiers désireux de rupture sèche, on pourrait dire, et que c'est pas son cas. Je me tourne à la fois vers vous, Rachel et Raphaël, parce que je sais que sur ces questions-là, vous êtes... Oui, alors, en ce qui concerne la modernité de Sutzkever, plus que dans les thèmes, dans les premiers volumes, c'est surtout dans l'audace des images, dans ces métaphores tout à fait inattendues, dans la diversité des rimes et des rythmes, et surtout dans son recours au vers libre, ce qui, dans la poésie yiddish à l'époque, sauf pour les avant-gardes, n'était pas le cas. Les poètes yiddish de l'époque, les classiques, écrivaient en vers et en rimes, tandis que Sutzkever, dès ses premiers recueils, commence à écrire en vers libre. Oui, alors c'est ce dont on avait parlé aussi ensemble, c'est ce qu'est l'intérêt, disons, de la modernité défendue par Sutzkever, c'est qu'il était toujours à côté de ce qui était la mode, on va dire, de l'époque, ou du ton général de l'époque, pour défendre en fait une singularité de la création. Donc c'est ce dont on avait parlé. Enfin, il était, disons, faisant de la poésie où il utilisait des mots presque malarméens comme kirghiz et irtych, voilà, alors que les autres poètes de Jungvilleneuve étaient dans un mode d'expression beaucoup plus expressionniste et beaucoup plus qui se voulait beaucoup plus en phase avec les évolutions sociales. Ensuite aussi ce dont on a parlé, c'est dans la poésie du ghetto, en fait, défendre une poésie exigeante dans sa forme, en fait, et imagiste, et pas forcément la plus accessible, en fait, alors que on a d'autres traditions qui se situent plus du côté d'une poésie de l'emphase, avec une efficace politique voulue, directe. Enfin, dans le domaine français, on peut penser à Aragon ou à Éluard, qui à ce moment-là utilisent des techniques poétiques pour s'adresser très très directement au réseau de résistance, etc. Alors que Sutzkever maintient justement cette... Ce qui était vrai d'ailleurs pour ces frères d'écriture qui utilisaient des choses beaucoup plus explicites et beaucoup plus directes et beaucoup plus violentes. C'est peut-être, si on veut parler de poésie française, c'est peut-être René Char qui serait le plus proche de Sutzkever plutôt qu'Aragon. Donc, pour revenir donc à la suite de sa création, évidemment, ce qui change tout, ce qui change cette vision, totale du monde, des galaxies, des fleuves, des mers, etc. Ce qui vient interrompre cette veine, c'est évidemment quand éclate la Deuxième Guerre mondiale et transforme la vie de Sutzkever en destin. Parce que il cherche à
continuer d'écrire quoi qu'il en coûte. Et il cherche à écrire ce que l'on peut écrire dans une situation extrême. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, la poésie de Sutskever devient une poésie de l'extrême. Et d'autant plus qu'il participe à la fois à l'écriture quasi quotidienne, et curieusement, ces poèmes d'autres périodes ne sont pas datés, tandis que ces poèmes du ghetto sont datés de manière extrêmement précise du jour et du mois et de l'année. Et ce qui est aussi admirable, c'est qu'en même temps, Sutskever participe à la lutte contre les barbares, contre les nazis, terme qu'il n'emploie jamais en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il y a une quarantaine de personnes qui sont choisies par les nazis pour rassembler les œuvres les plus marquantes de la littérature globale juive, que ce soit en hébreu ou que ce soit en yiddish, et pour créer le musée d'un peuple disparu. Et une quarantaine de personnes, des intellectuels, des poètes, des écrivains, font partie de cette brigade qui s'appelle la Brigade du papier, nommée ainsi un peu avec ironie, un peu avec tendresse par les co-détenus, parce que évidemment dans la Brigade de papier on ne pouvait rien trouver à manger. Et donc Sutskever fait partie de cette résistance qui consiste à sélectionner des œuvres que lui demandent les nazis, et en même temps de prélever les œuvres que lui considère comme les plus importantes et les cacher dans le ghetto même, Sutskever et les autres membres de la Brigade de papier, et pour les retrouver et pour les préserver pour l'avenir. Parce que s'il s'adresse à ceux qui sont encore vivants, il s'adresse aussi à celui qu'il appelle l'enfant de demain. Et c'est pour préserver ces trésors qu'il fait la résistance et cache des œuvres pour ce musée que planifie, le musée d'un peuple disparu. Je vais peut-être lire faut aussi se souvenir que Sutskever est évidemment l'immense poète dont on parle là. Et d'ailleurs, vous dites à un moment donné qu'il n'est pas un poète témoin et qu'il réserve la dimension de témoignage dans d'autres types de textes. Moi, c'est quelque chose qui me trouble, parce que, par exemple, le sublime poème que vous avez lu, Claude, a quelque chose de l'ordre de la poésie témoignage. Donc, mais bon. Et le fait est que Sutskever écrit dans le Ghetto de Vilnius, qui est un témoignage direct. Vous réservez le mot témoignage pour un texte comme celui-là, qui est paru dans le livre noir de Grossman et Ehrenburg, et je vais juste lire un tout petit paragraphe dans lequel Sutskever évoque ce qu'il faisait pour la brigade du papier. En janvier 1942, le docteur Paul, directeur d'un musée d'études, donc c'est Sutskever qui raconte, directeur d'un musée d'études des peuples d'Orient à Francfort, arriva à Vilna, collaborateur du journal antisémite Stürmer. Il était chargé d'une mission spéciale accompagné de toute une flopée de savants, dont les docteurs Miller et Wolf, tous les deux berlinois. Plus tard, Sporkut et un certain Gimpel les rejoignirent. Les hommes de science, entre guillemets fascistes, apparurent dans le ghetto et exigèrent que l'on mette à leur disposition 20 personnes qui en ville rassemblaient
rassemblerait les biens culturels juifs. Les vins, entre guillemets, devaient les trier, les emballer et les envoyer en Allemagne. Le docteur Miller exigea que 5 de ces 20 ouvriers lisent couramment l'hébreu et le yiddish et ne s'y connaissent en livres et en manuscrits anciens. Et s'y connaissent en livres et en manuscrits anciens. Je fis tout pour faire partie de ces 5. Je n'avais qu'un seul but, essayer de sauver tout ce qui pourrait être sauvé. Le soin, entre guillemets, que les Allemands allaient prendre de notre culture. J'en avais déjà une idée à partir de ce qu'ils faisaient avec les hommes. De plus, dans le ghetto, j'avais entendu dire qu'en ville, on allumait les poêles avec les livres de la bibliothèque. Donc il fait enfin, bon voilà, ça c'est 100 pages dans le livre noir dans lequel il raconte jour après jour, anecdote après anecdote, portrait magnifique de personnages, d'épisodes, son témoignage. Et effectivement, les poèmes écrits au même moment, alors qu'il est dans le ghetto, alors, est-ce qu'il ne faut pas employer le mot témoignage? Mais en tout cas, ont une couleur évidemment tout à fait différente. Claude, je vous vois... Si on discute un peu là, j'emploierais tout de même, en un certain sens, tout en interrogeant le mot de témoignage. Parce que ce sont des poèmes, par exemple celui que j'ai lu, qui sont absolument inscrits, comme jamais, hantés, terriblement dans la circonstance, dans les événements historiques. Donc, sans doute faut-il... La catégorie de témoignage peut avoir quelque chose d'un peu rigide, d'une espèce de... Mais en réalité, chez Sutzkever, ça prend toutes sortes de significations, toutes sortes de versions, de possibilités. Oui. Je pourrais revenir un instant sur... Non, bien sûr. Et Raphaël aussi, bien sûr. Non, parce que j'ai des choses qui ont été déjà évoquées, et ça m'intéresse de discuter avec vous, avec Rachel, et sur la rupture qu'il y a eu, pour Sutzkever en particulier, dès l'instant où il est dans le ghetto, en proie aux nazis. Il évoque quelque part, je ne sais plus où, il entend à la radio tout d'un coup les voix nazies comme un nœud de serpent, hystérique. C'est abominable. Bon. Et ça commence et c'est la catastrophe. Mais une des choses qui m'a passionné en lisant le recueil que beaucoup de choses m'ont passionné. Une des choses qui dans l'ordre du livre, m'a passionné dans votre énorme recueil, c'est la partie Sibérie. Parce que, oui, je vous pose cette question. Sibérie, en effet, c'est la vie dans la nature, et avec un rapport qu'il faudrait décrire, qui n'est pas du tout celui qu'on connaît d'habitude. Il y a une nature qui n'est jamais stable, qui est toujours en expansion, en trouée. Donc il y a quelque chose de tout à fait singulier que je ne sais pas décrire comme ça, mais je veux savoir et décrire un jour. Et le rapport entre cette période, la première que j'ai découverte dans ce livre merveilleux, et les textes du ghetto, soit les proses, témoignages en prose, soit les poèmes. Pour moi, non seulement le rapport d'ailleurs entre cette période de la Sibérie, l'écriture de la Sibérie et l'écriture du ghetto, mais l'écriture du ghetto sous les nazis, mais même dans les conditions de vie. Je me suis dit, je n'ai pas pu empêcher de me dire en lisant les poèmes Sibérie, que ce rapport extraordinaire que ces poèmes nous révèlent, entretiennent avec le monde, sous couvert du père qui va mourir, mais qui était même là, ça a été une condition de possibilité pour l'incroyable énergie de Sutzkever dans le ghetto. Il y a là un lien tout de même qui s'est créé avec le réel même, et qu'il ne lâchera pas. Et j'étais frappé à un moment dans son livre, donc le ghetto de Vilno, le livre en prose sur le ghetto de Vilno, je crois que c'est là, je ne suis pas sûr, qu'il dit à un moment qu'il est obligé de quitter sa maison dans des conditions dramatiques, et une des choses qu'il soucie, c'est de préserver son recueil Sibérie. Il l'emporte, il y tient énormément. Il y tient dans ces circonstances qui sont apparemment tout autres. C'est tout de même un fil à quoi il tient aussi. Alors qu'il dit qu'il en oublie d'autres et qu'on retrouvera des années plus tard. Et voilà. Et puis si vous me permettez, je continue un instant là-dessus, parce que dans la question de la continuation à travers des accidents énormes, Sibérie, non seulement il dit qu'à un moment qu'il veut l'emporter, le garder ou le donner à quelqu'un pour que ce soit gardé, mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'est donc ce rapport à Chagall. Il va tout de même demander à Chagall une collaboration autour de ce recueil Sibérie. Ce recueil qui était donc d'avant la Shoah, et tout d'un coup ça renoue quelque chose. Et il y a ce livre merveilleux, le poème Sibérie, moi je l'ai en anglais, donc
là, dans cette version en anglais, et les illustrations, qu'il faut dire, extraordinaires de Chagall, vraiment. Et vraiment des illustrations, c'est-à-dire qu'il y a telle image, je ne sais pas si on peut rapprocher, non, c'est peut-être pas... Mais je crois que c'est prévu que certaines images du livre soient... Ah, non, là, je savais pas. Et donc il y a une image où on voit voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Et il faudrait lire le poème qui correspond, mais ça y est, je suis perdu. C'est celui-là. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Voilà. Je vais lire simplement le... Il y a 3 poèmes sous le titre « Dans la hutte ». Je ne sais pas si vous m'entendez ça. Sous le titre « Dans la hutte », il y a 3 poèmes. Et je vais lire simplement je lis le 3, non, j'en ai pas le temps. On a le temps Reste... Non, je reste une vingtaine de... Bon, voilà, je lis. Pour dire tellement de choses. Moi, je suis tellement sidéré que j'ai envie de les lire et de les relire. Je les ai lus 50 fois, ces poèmes. Bon, et donc, je lis le 3e de ces 3 poèmes, parce que là, on peut voir par rapport à l'image de Chagall. Couteau, père, la mèche de la lampe fume. Enfance, enfant. Une ombre décroche le violon du mur. De fins sons de neige coulent sur ma tête. Silence. Mon père joue. Les notes se gravent dans les airs, dans le gel. Un souffle d'argent bleu, mon haleine, monte sous la lune dans la neige. Grain de verre. À travers la vitre en pelisse de glace, un loup se repaît de la chair de la musique. Silence. Dans notre pigeonnier, une colombe pique, perce son œuf et sort vers la vie. C'est un peu merveilleux. Voilà, c'est un poème merveilleux et c'est un poème, comme vous dites, qui a insufflé l'énergie l'énergie que Sutzkever a investie dans le ghetto et qui a permis de faire vivre la vie culturelle du ghetto, à telle enseigne qu'on a plusieurs témoignages, notamment un témoignage de comment il s'appelle de Yitzhak Rotashevski, qui est un jeune garçon de 15 ans, qui écrit que Sutzkever anime la vie du ghetto et ils n'ont plus l'impression d'être dans un ghetto parce qu'il y a des expositions, il y a de la musique, il y a des pièces de théâtre, il y a tout un environnement culturel, même des prix littéraires, et il fête dans le ghetto le prêt du 100 millième livre qui est lu dans le ghetto. Donc cette énergie qu'il a peut-être effectivement bu dans ce paysage absolument fantasmagorique, il la dépense dans le ghetto. Et avec ce qui prime, bien sûr, c'est le fait d'écrire. C'est une écriture ininterrompue, quotidienne, et qui est une foi absolue dans le pouvoir de la poésie. Je crois que c'est ça, pour moi, le centre de l'œuvre de Sutzkever. C'est sa foi absolue dans la poésie. L'écriture du ghetto est une écriture qui est une écriture de l'extrême. On peut mourir à n'importe quel moment. Donc les romans sont rares, bien sûr, il n'y en a pratiquement pas, mais il y a de la poésie, il y a beaucoup de poésie, et celle de Sutzkever est particulièrement remarquable. Et on assiste évidemment à un changement par rapport à ses premiers recueils. Là, cette écriture de l'extrême, elle est d'un autre registre. Ce sont des visions morbides, de morts, d'enfants et de cadavres émaciés. Les détenus affrontent le feu, la fumée, l'humiliation, la bestialité, la dévastation. Ils sont réduits à la vie nue, selon l'expression d'Agamben,
à la violence abjecte, physique, morale, spirituelle, qui hante désormais la plupart des vers de Sutzkever. Et c'est dans le ghetto, parmi les partisans aussi, quand il a rejoint les partisans, qu'il écrit tous les jours, ou presque, obsédé par un besoin quasi biologique d'écrire constamment et de se voir comme, je cite, un cœur million d'ossements. Et quand le ghetto est sur le point d'être liquidé, Sutzkever s'évade avec sa femme et un certain nombre d'amis par les égouts. Donc il traverse tous les égouts sous la ville et il continue à écrire ses vers de l'extrême tout au long de sa marche. Et c'est là qu'il raconte cette anecdote que quand ils ont atteint le territoire des partisans, il y avait un champ de mines à traverser. Et il dit qu'il n'a pas été tué, ni lui, ni aucun de ses compagnons, parce qu'il se récitait des vers, et ces vers étaient au rythme adéquat pour enjamber les mines et pour ne pas en mourir. Et donc, dès lors, Sutzkever devient une sorte de légende qui parvient jusqu'en Union soviétique grâce à Ilya Ehrenburg, qui... Staline aussi est-il dit dans le film ce matin. Oui, c'est Ehrenburg qui l'a obtenu de Staline, que Staline envoie un avion pour exfiltrer Sutzkever du groupe des partisans et de le ramener à Moscou en 1944, ce qui est fait. Et à ce moment-là, Sutzkever participe à l'activité du comité juif antifasciste. Il participe à ce moment-là au Livre noir, sur lequel son nom ne figure pas, parce qu'en 1946, il quitte l'Union soviétique, ce qui est considéré comme un acte de trahison, et il ne figure pas. Qui ne sera pas publié en Union soviétique. Non, donc il s'en va en 1946. De toute façon, le Livre noir sera interdit au bout de 6 mois. Donc là vient très vite le procès de Nuremberg, et dans ce procès où il voulait parler en yiddish, il n'a pas pu le faire, il a fallu qu'il parle en russe. Ça, on peut le voir sur Internet. Il parle en russe et il témoigne donc en tant que juif, ce qui à l'époque n'était pas admis, parce qu'on parlait de la guerre en général, et pour beaucoup, l'extermination des juifs était un détail de l'histoire. Donc, lui qui voulait parler en yiddish, il ne peut pas le faire, mais il témoigne en tant que juif, ce que ne font pas d'autres. Et il termine ce témoignage, et le jour même, le 27 février 1946, à Nuremberg, il écrit la strophe suivante. On dit « J'exige justice pour des millions, à jamais restera cette heure pour l'éternité. Mais les millions ne sont plus, sont exterminés. Quelle est la justice que je peux exiger ?» Donc ça c'est la deuxième période de sa vie, et il continuera à écrire, mais cette fois-ci en errant pendant 1 an en Europe, avant de se décider à partir
en Eretz Israël, puisque l'État n'est pas encore fondé, donc ce n'est pas l'État d'Israël. En Eretz Israël, il part en 1945, et là encore, il y a une brisure de son écriture. Bon, je propose qu'avant qu'on passe à cette dernière partie, qu'on voit l'archive qui nous a été préparée de... Alors évidemment, ce n'est pas le témoignage dans son intégralité, mais un peu plus d'une minute où on voit Sutzkever parler lors du tribunal de Nuremberg. C'est pour ma part, il y a une quinzaine d'années, la première fois où j'ai entendu le nom de Sutzkever, et c'est une image que je trouve absolument une des grandes images d'archives du XXe siècle, quoi. Cette silhouette bouleversante, silencieuse d'abord, et qui finit par prendre la parole en refusant de s'asseoir, donc Sutzkever au tribunal de Nuremberg. Когда мы дошли до старой синагоги, этой улицы, я видел, что там лежит дров в форме пирамиды. Немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил этот дров. Тогда второй немец вынес с синагоги 3 свитков Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни. И за нами стояли эти 3 немца, штыками нам гнали к огня и смеялись. Когда мы уже были почти без сознания, немцы ушли. Bon, voilà, c'est juste un fragment du témoignage de Sutzkever où on l'aperçoit, évidemment, apercevoir sa silhouette, son débit, sa manière de se tenir à ce moment-là, ce moment historique est évidemment assez impressionnant. Raphaël, je te passe la parole. Je sais que tu voulais enchaîner à ce moment-là. Voilà. Alors, c'était pour rebondir aussi sur ce que disait Claude Mouchard sur ce qu'apportait ce recueil, justement avec cette Sibérie malarméenne, on va dire, cristalline, qui enchaîne sur la poésie du ghetto, essaie de proposer peut-être un fil conducteur, donc c'est une unité dans la diversité quand même évidemment de la poésie de Sutzkever, qui serait justement le fait qu'il y a cette rigueur de l'expression poétique qui vise à préserver une notation exacte de l'expérience poétique, et donc vraiment cette idée, je pense, ces termes d'exactitude et de rigueur sont importants dans l'écriture poétique de Sutzkever. Et il se trouve que quand donc on est dans un registre presque, on va dire, imagiste, voilà, de l'expression précise, et il se trouve que quand ces espèces de capsules de sensations dans la poésie recoupent une expérience traumatique, là on tombe sur une rhétorique du témoignage, mais d'un témoignage d'une façon très particulière, puisque il s'agit plutôt de conserver quelque chose qui ne peut être conservé ou qui a déjà été perdu via l'écriture poétique. Et avec ce thème un peu lancinant, on va dire, de préserver quelque chose dans quelque chose, voire même de l'avaler, qui est vraiment en fait quelque chose qui parcourt en fait comme ça la création de Sutzkever. Et pour illustrer ça, je pensais faire une toute petite lecture du poème qui s'appelle tout simplement Yiddish. D'abord peut-être en français pour qu'on comprenne plus directement, et ensuite en Yiddish justement. Alors, ça c'est moi, je commence. Oui.
C'est-il exactement, voilà. C'est pas une question, c'est bien. C'est-il exactement où la prière du rabbi de Berditchev, le poème de Keosha et de Kulbak volent vers le lieu de leur disparition, qu'il m'indique au juste vers où se dirige cette disparition, peut-être vers le mur des lamentations, et si c'est le cas, j'irai, j'ouvrirai ma bouche comme la gueule d'un lion, embrasée de braises flamboyantes, pour avaler la langue qui disparaît, l'avaler pour éveiller toute génération de mon hurlement. Alors, je vais le lire en yiddish rapidement et commenter. Euper weis genau wo die Tfille von Berditchever, Jehoiashs Lied und Kulbaks vogelt zu dem Untergang. Da soll mir ein Steiger anweisen, wohin die Sprache geht unter. Efter bei dem Koisel Marovi. Euper soi, will ich dort kommen, öffnen das Maul und wir Leib, ungetan in feiertigen Zunter, einschlingen dem Loschen, was geht unter. Einschlingen und alle Deures wecken mit mein Brummen. Donc le truc à commenter ici, ce serait évidemment la répétition de einschlingen, quoi. C'est vraiment, il veut avaler la langue. Et il me semblait intéressant de mettre en relation ce poème avec celui qu'on a lu avant, donc le chant d'un poète en 43, où avec cette image aussi de la présence divine, en fait, qui behalt sich in mir wie die Sonne in der Brunnen. Donc qui va être conservé en lui comme le soleil dans un puits. Et c'est finalement, je crois que si on part de cette idée qu'on va utiliser ce recueil et aller à la recherche comme ça d'un ou deux fils directeurs qui parcourent comme ça l'œuvre de Sutzkever, j'aimerais proposer comme ça à la discussion justement cette idée de quelque chose inclus, avalé dans quelque chose d'autre, avec parfois aussi, ça peut être assez terrible, en particulier dans le poème à mon enfant, voilà, qui commence « J'ai voulu t'engloutir mon enfant ». Donc ce côté presque saturnien, on va dire, de la dévoration qui fait signe vers peut-être une culpabilité aussi d'avoir survécu, enfin, en tout cas l'impossibilité du futur. Enfin, voilà. Donc peut-être on peut rebondir là-dessus. Vous parlez de microphagie à ce moment-là, il me semble, quelque part, Rachel, sur ce poème. Non, moi, la question que je me pose, c'est que vous répétez souvent qu'une des figures centrales, c'est l'oxymore, chez Sutzkever. Claude l'a rappelé tout à l'heure avec un exemple en Sibérie, et évidemment, c'est central dans des poèmes du ghetto. Moi, il y a un des poèmes qui me fascine et en fait, que je ne comprends pas. Quand il écrit « Déchiré par les coups des SS qui me poursuivent, je fuis leur fouet et à bout de souffle me précipite dans une fosse emplie de chaux délayés. Je suis plongé dans l'eau cholée et mes plaies brûlent comme si j'étais plongé dans le feu. Soudain, une vision d'une beauté unique. Mon sang fait des traînées dans la blancheur visqueuse et peint dans la chaux un miraculeux coucher de soleil. » On pourrait dire qu'on a là l'oxymore absolu dont parlait déjà Claude tout à l'heure, qui était présent dans Sibérie. Et on pourrait dire qu'il y a quelque chose entre... En fait, c'est un traitement de l'oxymore, cet avalement, il me semble. C'est une manière de figurer entre ce qui est l'extrémité de l'énergie vitale et la mort qui part tout rôde. Parce que c'est au moment de la mort où il écrit ça. Je pense que la façon de le faire, ce serait peut-être de demander à Jean-Pierre Richard en fait, d'écrire sur Sutzkever avec justement différents fils comme ça qui parcourent l'œuvre. Celui-là avait été, c'est dit d'ailleurs dans l'introduction, avait été repéré par Aaron Overstern aussi, justement, l'abeille, le miel et la piqûre, disons, la souffrance et la beauté. Et peut-être, j'aurais envie de proposer justement cette inclusion ou ingestion de quelque chose dans quelque chose d'autre, voilà, comme un autre fil directeur. Oui, si je peux dire un mot, pardonnez-moi. Non, mais parce que... Micro. Ah, micro. Je sortirai là. Inclusion, ingestion, tout ce dont vous parlez, absolument, vraiment actif et cruel et en même temps généreux. Chez Sutzkever, il y a une cruauté généreuse aussi. Oui. Il y a aussi, et là je retrouverai encore la Sibérie, l'élément, etc. Il y a et je retrouvais vous avez fait des allusions à l'armée, ça paraît très loin, et pourtant il y a effectivement des confrontations qui pourraient s'opérer. Donc je voulais dire simplement,
il y a dans les poèmes de Sutzkever, dans les moments les plus extrêmes que vous avez rappelés, par exemple dans les échos, il y a un être dans un élément, être avalé dans un élément aussi, dans la boue, dans le fécal. C'est aussi absolument présent dans le pire, en quelque sorte, et pourtant, en un sens, c'est peut-être une possibilité de renaissance, de rejaillir. Une manière effectivement de se nourrir d'absolument tout ce qui est à sa portée, ils sont nourris en quelque sorte. Et c'est très évident dans la troisième période de son écriture, c'est-à-dire à partir de 1947, quand il arrive en Eretz Israël, où évidemment tout l'environnement change. Et ce poète qui, effectivement, ingurgite absolument tout ce qui l'entoure, eh bien, il ingurgite aussi le nouvel entourage dans lequel il vit, et tout change, effectivement. Et, par exemple, il sent cette arrivée en Eretz Israël comme une véritable renaissance, comme il écrit dans son premier recueil, Le char de feu. Il dit la chose suivante: si je n'étais uni à toi, si je ne respirais ta joie et ta douleur, si je ne brûlais pas avec toi, pays volcan, dans la douleur de l'accouchement, si maintenant, après mon bûcher, je ne naissais pas avec ce pays où chaque caillou est mon grand-père, le pain ne m'aurait pas rassasié, l'eau n'aurait pas désaltéré mon palais, j'aurais disparu, étranger, exilé, et seule ma nostalgie aurait survécu. Donc là encore, il est toujours de cette espèce d'ingestion de ce qu'il est en train de vivre. Et ça va même plus loin, parce qu'en 1954, il est invité à faire une tournée en Afrique du Sud, où à l'époque, il y avait une communauté juive relativement importante, pour faire des lectures de ses poèmes. Donc il vient en Afrique du Sud, et puis il fait une tournée dans 16 pays africains, et il s'imprègne de tout ce que l'Afrique a à la fois d'étranger et de quelque chose qui le saisit. Et avec cette nouvelle ambiance, il a une sorte d'empathie absolue, aussi bien avec le chef zoulou qu'avec le vieillard, qu'avec les pygmées, qu'avec les paysages. Et il parle notamment, il dit la chose suivante, dans Ode à la colombe, qui est consacré, qui est ce recueil de 1954, où il dit, il parle des chefs zoulous, des pygmées, où il découvre une nouvelle faune, une nouvelle flore, et des mœurs pour lesquelles il éprouve une véritable empathie. Et notamment aux animaux qui se trouvent là, et dont il dit: pareil aux squelettes de navires au fond des flots, gisent les éléphants au ventre crevé, où la lune vient engendrer ses enfants. Les roches noires autour des petites pierres tombales, aux épitaphes d'argent dans la sage langue des éléphants. Quand vient le temps de mourir, personne ne les conduit, un à un ils cheminent, des mois, des années, par les forêts qui pleurent. Et par la suite, il publiera de nombreux autres recueils, dont le dernier s'appelle Murs effondrés, et qui est de 1996, et dans lequel il fait jouer sa mémoire incandescente. Et je pense que
cette mémoire incandescente se retrouve également dans les deux recueils de poèmes en prose qui sont publiés en 1975 et 1979, où gîtent les étoiles et Aquarium vert. Et dans Aquarium vert, il plonge et il retrouve les noyés dans l'eau d'anciens amours, des morts, des vivants, des morts vivants, et avec lesquels il dialogue jusqu'au moment où l'aquarium éclate, et c'est là l'Atlantide de Sutskever, cet aquarium qui éclate, et cette Atlantide de Sutskever qui est le monde entier pour lui, avec tous les morts et tous les vivants, tous ceux qu'il a connus dans une vie. Je suis un peu embêté parce que je vois que théoriquement on a fini la séance et qu'on est à peu près à la moitié de ce qu'on avait dit qu'on se dirait. Donc je sais pas comment négocier cette continuité rupture pour moi je propose que chacun on pose chacun une ou deux questions qui nous tiennent vraiment à cœur. On voulait parler de l'atelier de la traduction, de la postérité de Sutskever. On va essayer de dire quelques petits mots qui sera des pistes envoyées vers votre, j'espère, le désir que vous aurez de plonger dans une œuvre immense dont, effectivement, la question de la postérité interroge. Pourquoi on connaît si bien Celan, par exemple, et pourquoi on connaît si peu Sutskever. C'est une question. C'est une question. Mais bon, moi, je choisis ma question parce que je sais que ça serait une demi-question. Et Raphaël, je sais, a une question sur la traduction, et je laisse Claude Michel, parce qu'il faut malheureusement conclure. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Je sais qu'on a beaucoup parlé ensemble dans l'entretien qu'on avait fait ensemble sur la question de la concurrence entre l'hébreu et le yiddish, la langue la question d'Israël, et avec cette concurrence de langues. Moi, il y a vraiment une chose qui m'a vraiment frappé dans le documentaire de ce matin, c'est quand Dan Miron dit il est l'un des plus grands poètes israéliens. Et il insiste bien, il est l'un des plus grands poètes israéliens. En même temps il veut se préserver de l'hébreu, il est l'un des plus grands poètes israéliens, et il dit finalement le plus grand poète israélien écrit en yiddish. Moi je voudrais savoir comment vous, tel que je me souviens de tout ce que vous m'avez dit sur la guerre des langues, de votre rapport à l'hébreu, la question de la manière avec laquelle le yiddish, vous avez fait vous avez fait de votre vie le désir de transmettre cette langue. Comment vous entendez cette phrase, le plus grand poète israélien écrit en yiddish? Et quand il dit que plus grand poète israélien, c'est-à-dire qu'il parle d'Israël, il parle de son actualité, il parle de sa réalité. C'est pas juste, il n'est pas le plus grand poète israélien parce qu'il écrit en Israël. Comment vous entendez cette phrase, ce jugement de Dan Miron? Oui, c'est Dan Miron qui le dit, effectivement. Oui, comment je l'entends, c'est effectivement quelqu'un qui a absorbé Israël comme il a absorbé le reste, et qui a cette espèce d'amour excessif qu'il a pu avoir pour d'autres lieux et les ingurgiter. Il en a fait autant pour Israël. Et ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, c'est que un poète israélien qui écrit en hébreu, un jeune homme, dans une interview dans le film de Norit Aviv, dit la chose suivante: les Israéliens sentaient deux ennemis. Les ennemis extérieurs, c'était les Arabes et les Palestiniens, mais l'ennemi intérieur, c'était le yiddish. Et il a fallu véritablement l'obstination et l'amour, tout l'amour de Sutskever pour le yiddish, pour obtenir de pouvoir publier sa revue des Golden Gate, la chaîne d'or, pendant 150 livraisons, ce qui veut dire pratiquement toute sa vie en Israël, et l'imposer comme étant
une revue israélienne, mais en fait, comme la plus grande revue littéraire en Israël, écrite en yiddish, et on va autant pour la poésie qu'il écrivait. Et j'aurais voulu dire quelques mots quand même sur le problème de la traduction. Hein. Ah ouais, je crois que... On va écouter. On écoute d'abord. Je crois que Raphaël voulait vous poser une question là-dessus. Alors allez-y. Oui, c'était juste en fait pour vous entendre, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui est modifié dans le texte par son passage dans le français, dans vos choix de traduction, par exemple sur les questions de prosodie ou de versification, voilà. Bon, oui. alors sur la traduction, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, je vais quand même limiter autant que je peux. Comme l'écrit le philosophe Walter Benjamin, dans la tâche du traducteur, par la traduction, dans son constant renouveau, l'œuvre connaît son développement le plus tardif et le plus étendu. Et il ajoute plus loin, les langues ne sont pas étrangères l'une à l'autre, mais a priori sont apparentées l'une à l'autre en ce qu'elles veulent dire. Dans sa survie, qui ne mériterait pas ce nom, si elle n'était mutation et renouveau du vivant, l'original se modifie. Donc, effectivement, l'original se modifie nécessairement par le passage dans une autre langue, mais en même temps, c'est un prolongement de l'œuvre qui la complète et qui la fructifie en même temps. Donc j'aurais beaucoup de choses d'autres à dire sur la traduction, mais visiblement nous n'avons pas le temps. Non. Oui, ce que je voulais quand même dire avant de finir, c'est je voudrais conclure en essayant de définir la place de Sutzkever et sa singularité dans la poésie yiddish. Cette place est fondamentale, essentielle, car Sutzkever parvient à recoller ce que j'ai dit tout à l'heure, le passé, le présent et l'avenir, en appelant dans le ghetto à l'enfant de demain. En somme, il parvient à recoller les vases brisés, mythes empruntés à la Kabbale lurianique par Walter Benjamin pour parler de la tâche du traducteur. Je cite, « adopter dans sa propre langue le mode de visée de l'original afin de rendre l'un et l'autre reconnaissables comme fragments d'un même vase. » Je vais m'arrêter là, vu le temps qui nous limite. Merci à tout le monde.